et Samir, tu peux dire directement, et Michel Santel, donc qui vont m'aider à co-animer en fait ce petit point qui est un zoom sur l'accessibilité, savoir où on est des ADAP. On vous a sollicité, on a sollicité les établissements pour répondre à une enquête sur la mise en accessibilité. Donc je vais vous faire un bref retour des chiffres qu'on a eus. Donc l'enquête, les retours d'enquête ont porté du coup sur 14% d'établissements scolaires. Il y avait 3 ADAP de patrimoine donc, qui ont été traités un peu différemment. Mais sinon, grosso modo, il y a 10% des établissements scolaires qui ont répondu individuellement et 4% qui rentraient dans un ADAP de patrimoine, ce qui est plutôt bien. Ça nous permet quand même d'avoir une bonne lisibilité de la mise en accessibilité de nos établissements. Donc, au niveau de la mise en accessibilité, on constate qu'actuellement, 35% sont accessibles à la date de l'enquête. Donc, soit l'étaient en 2015, soit postérieurement, notamment dans ceux qui avaient mis en place un ADAP de moins de 3 ans. Et donc, 65% non encore accessibles. Alors, dans ces 65%, vous avez quand même des établissements qui sont en partie accessibles et qui font bénéficier certaines prestations. Par exemple, l'enseignement est accessible et pas la restauration, etc. Donc, on n'est pas rentré dans ce degré de détail, mais dans les 65%, vous avez quand même une partie des établissements qui est partiellement accessible. Donc, au niveau des ADAP, le constat, c'est qu'on a majoritairement pris des ADAP de 3 à 6 ans, ce qui peut s'expliquer notamment par l'envergure des travaux dans certains établissements. Et donc, 22% ont pris un ADAP de plus de 6 ans, notamment des ADAP de patrimoine. On constate également une très forte disparité sur les montants des travaux. Oui, ça dépend en fait de l'état des locaux antérieurement. Est-ce qu'ils sont classés monuments historiques, donc ça complexifie. Est-ce qu'ils étaient sur plusieurs étages, etc. Donc vous avez des établissements qui ont de faibles montants de travaux et d'autres qui ont des montants beaucoup plus importants. Donc le coût de la mise en accessibilité, alors là, c'est sur les établissements qui ont répondu qu'ils étaient accessibles, où du coup la donnée était un peu plus fiable, vu que c'est le réalisé. Donc on constate que le coût de la mise en accessibilité a représenté environ 600 € par élève. Donc 600 € par élève, quand on ramène ce montant aux effectifs de l'enseignement catholique, on arriverait à un montant à terme, donc à étayer ultérieurement, mais d'1 milliard, ça serait top, 1,3 milliard de travaux pour la mise en accessibilité pour l'ensemble des établissements catholiques. Alors, à savoir qu'en 2015, il y avait eu une évaluation du montant de la mise en accessibilité, combien ça devait représenter. On annonçait 1,6 milliard. Donc, entre-temps, il y a eu des arrêtés donc, qui ont assoupli certaines règles, mais aussi les établissements, suite au diagnostic d'accessibilité, ont repensé leur mise en accessibilité et donc ont pu réaliser des travaux à moindre coût que ce qui était préconisé par les bureaux de contrôle. Et puis, certains ont obtenu des dérogations, notamment pour raisons financières. Et donc, tous nos établissements qui avaient, par exemple, l'obligation de mettre un ascenseur, parfois ont obtenu une dérogation, même en étant du premier groupe, pour éviter la mise en place d'un ascenseur, notamment, par exemple, quand tous les niveaux d'enseignement étaient accessibles au rez-de-chaussée, ainsi que la restauration, etc. Donc, ce qui explique, en fait, qu'on soit un peu en deçà des chiffres annoncés en 2015, mais on reste quand même dans une fourchette conforme aux annonces qui avaient été faites. Donc, concernant la mise en place du registre public d'accessibilité, donc je rappelle encore une fois que c'est un document obligatoire depuis le 30 septembre 2017. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas mis en place, on est un petit peu en retard. Ça ne veut pas dire qu'on n'accueille pas les personnes en situation de handicap, et vous verrez au niveau de la formation et de la sensibilisation que nos établissements sont tout à fait en capacité et savent comment gérer l'accueil d'une personne en situation de handicap, sauf qu'actuellement, seuls 30% des établissements ont mis en place le registre public d'accessibilité. À savoir qu'on vous a mis en place via l'application, donc même l'ancienne,
Isidore, et puis ça sera repris dans EasyBâti. Vous avez possibilité de mettre en place un registre public d'accessibilité avec un PDF remplissable qui permette de mettre toutes les pièces justificatives, etc. Donc, on a cherché vraiment à vous simplifier la mise en place de ce registre. Vous aviez eu un webinar, etc. Donc, il ne faut pas hésiter à revenir sur les documents disponibles sur le site de la FNOGEC pour la mise en place de ce registre. On constate, et ce qui est normal, c'est qu'il est principalement à l'accueil de l'établissement, ce qui nous est imposé, ou dans le bureau de direction. Donc voilà, et très rarement, par contre, donc là j'étais un peu étonnée au vu du développement du numérique, dans moins de 5% des cas, il est sur le site de l'établissement. Donc pourquoi l'intérêt de le mettre sur le site de l'établissement, notamment quand vous êtes face à des personnes en situation de handicap, c'est d'anticiper, en fait, d'anticiper leur déplacement. Donc le registre public d'accessibilité, il n'est pas forcément fait pour les élèves ou les familles qui vont connaître l'établissement, qui vont avoir des contacts avec le chef d'établissement, etc. Mais c'est pour des publics accueillis plus ponctuellement ou en situation de handicap, même pas déclaré à MDPH, mais voilà, quelqu'un qui est en fauteuil roulant, suite à un accident de la vie, etc., qui doit accéder à l'établissement, voilà, veut peut-être savoir si ça va être possible ou pas, pour accéder à la réunion d'information, aux portes ouvertes, voilà. Donc, le fait de le mettre en ligne sur le site permet à la personne, en amont de son déplacement, de savoir si effectivement il va pouvoir rentrer dans les locaux et dans les locaux, savoir quels sont les services disponibles. Donc voilà, donc, ne pas oublier que c'est obligatoire et à mettre en place. Alors, au niveau de la sensibilisation et de la formation, donc il y a une obligation de formation des personnels d'accueil pour tous les établissements de plus de 200 personnes accueillies. Donc, en fait, c'est personnel et élèves, donc tout compris. Ces actions de formation doivent être mentionnées dans le registre public d'accessibilité. Vous devez le justifier dans votre registre. Et l'objectif vraiment principal, c'est de mieux accueillir les personnes en situation de handicap, savoir aussi contrôler ses craintes et savoir comment se comporter dans telle ou telle situation. Donc, au niveau de cette enquête, on a constaté quand même 63%, donc la majorité de nos établissements, font des actions de sensibilisation au niveau de leur personnel d'accueil. Par contre, 22% des établissements sont allés jusqu'à la formation. Donc, à savoir, vous avez possibilité de mettre en place des formations collectives. Il y a des départements. L'année dernière, il y a eu des ambassadeurs de l'accessibilité qui ont été formés. Certains sont vraiment emparés de leur mission et ont mis en place, vous verrez dans l'arc-boutant, on a retracé donc, les actions de formation qui ont été mises en place à Beauvais, voilà, donc vous pourrez lire les conclusions dans l'arc-boutant de ce mois-ci. Ça a été fait dans d'autres départements, donc vraiment, vous avez possibilité de mettre en place des formations pour vos personnels à coût zéro via les actions collectives, donc il ne faut vraiment pas hésiter à solliciter la FNOGEC, savoir comment mettre en place, etc., pour former ces personnels. Alors, à savoir 22% des établissements, voilà, c'est que 22%, mais on n'est pas tous concernés vu que c'est les plus gros, 200 personnes accueillies. Donc vous avez quand même 63%, on souligne le cas de personnel sensibilisé. Donc voilà, pour permettre aussi la transition sur comment vit la DAP après. Ben voilà, étonnement, on a 80% des établissements qui ne savent pas s'ils ont demandé des demandes de dérogation, s'ils les ont matérialisées, s'il y a eu des permis de construire, des autorisations de travaux demandées, etc. Donc vous verrez, on va revenir après avec Samir là-dessus, sur les obligations qu'on a après dépôt d'ADAP, quelles sont les tâches qui nous incombent encore. Donc voilà, il y a 80% qui ne savent pas si effectivement la dérogation a été obtenue, et à savoir que quand vous êtes sur plus d'une période, il faut matérialiser cette demande de dérogation. Ce n'est pas parce que vous avez déposé un ADAP qu'on vous a dit oui à votre dérogation. Donc voilà, au niveau du suivi du déroulement des ADAP, vous avez 67% des établissements qui sont sous ADAP encore actuellement qui n'ont pas déposé de point d'étape. Et 7% qui ont déposé un point d'étape à 1 an et 26% point d'étape à mi-parcours. Alors, juste rappel, pour les ADAP de plus d'une période, donc ce qui se situe entre 3 et 6 ans, vous aviez deux obligations, parce que là, on a les échéances passent. Vous aviez une obligation de dépôt de point d'étape à 1 an et de point d'étape à mi-parcours. Donc voilà.
Actuellement, les services préfectoraux, etc., ne sont pas forcément dans la recherche de nous contraindre à avoir mis en place ces points d'étape. Mais par contre, il va falloir rester prudent pour l'avenir parce que, voilà, là, pour l'instant, ils ont vérifié est-ce que tout le monde était sous ADAP, etc. Ben, après, ils vont voir comment on réalise nos ADAP et si, effectivement, on se conforme à nos obligations. Donc voilà, ben, du coup, on va passer sur le côté pratique, maintenant qu'on a quelques données chiffrées, savoir quelles sont les actions à ne pas oublier dans la mise en œuvre de vos ADAP. J'ai fini. Je vais vous quitter d'ailleurs, je vais m'asseoir, je vous laisse la parole. Bonjour à tous et à toutes. Donc, ouais, il y a beaucoup d'encre qui a coulé, notamment sur la question de l'ADAP. Ah oui, excusez-moi, je ne me suis pas présenté. Samir Benatia, donc responsable immobilier à la Fondation d'Auteuil sur la région sud-est. Donc voilà, je suis à la Fondation depuis 2007 et actuellement responsable immobilier. Donc, on a donc eu une phase de transition qui est assez longue, hein, puisque l'ADAP a débuté en 2015. Et alors, c'est assez long, mais assez court aussi en termes de réalisation. Parce qu'on s'aperçoit qu'en termes d'avancement de travaux, on est souvent en retard. Alors, c'est des retards qui sont dus pour différentes causes, mais le temps passe assez vite et on remarque que l'administration a donc pris les devants et aujourd'hui, il n'est plus possible de déposer un ADAP en préfecture ou en mairie. Donc, je vais demander à l'audience de savoir qui est déjà sous couvert d'un ADAP pour voir s'il y a des personnes qui n'ont pas encore connaissance de cette réglementation. Donc, qui a déposé un ADAP ou qui est en cours de réalisation d'un ADAP dans l'assistance? Alors, qui n'a pas déposé d'ADAP? Ça va être plus simple. Donc, tout le monde a déposé un ADAP. Donc, alors, il y a une chose à avoir en tête, c'est que l'ADAP n'est pas l'autorisation de travaux. Donc, l'ADAP, en fait, on a souvent déposé une demande d'approbation d'un agenda d'accessibilité programmée. Hein, donc, c'est une approbation sur un calendrier et non pas sur une réalisation de travaux. Et comme Sophie l'évoquait, on a ce souci dans certains établissements. Ils pensent avoir le droit d'engager les travaux puisqu'ils sont sous demande d'approbation d'ADAP où ils ont accepté, alors l'administration aurait accepté, donc l'ADAP aurait donné son feu vert pour la réalisation. Il est important de savoir qu'il faut ensuite passer à l'autorisation d'urbanisme à déposer, alors que ce soit une autorisation de travaux, un permis de construire ou parfois des autorisations de travaux plus des déclarations préalables si les éléments de façade sont touchés. Donc pendant 4 ans, on a eu donc cette réglementation qui nous a imposé donc le dépôt d'ADAP. Et aujourd'hui, au 31 mars, il est donc impossible de déposer un ADAP. Alors et après, donc aujourd'hui, pour ceux qui n'ont pas déposé d'ADAP, c'est la conformité totale qui doit être déposée dans le cadre d'un permis de construire ou d'une autorisation de travaux. Hein, c'est la seule issue pour assurer en tout cas sa sécurité juridique. C'est-à-dire que si vous n'avez pas déposé un ADAP, si vous n'avez pas déposé aujourd'hui une demande d'autorisation de travaux, il faut savoir que vous risquez alors certaines sanctions. C'est des sanctions administratives, c'est des sanctions pénales hein, qui peuvent être aussi posées. Donc on a 3 cas, mais je pense que ces cas-là sont assez extrêmes. Je ne pense pas qu'on ait des établissements de Mayotte aujourd'hui. Non. Donc si vous êtes à Mayotte, c'est une des exceptions qui vous permet encore de pouvoir déposer un ADAP puisque la réglementation a été différée sur ce département d'outre-mer. Il y a donc le deuxième cas où en effet ce sont les établissements qui ont déposé un ADAP et qui est en cours d'instruction ou éventuellement avec un rejet d'ADAP. Donc là, ça vous laisse un temps pour pouvoir réajuster le tir. Mais en tout cas, aujourd'hui, pour ceux qui ont déposé l'ADAP et qui n'ont pas obtenu de réponse ou qui ont obtenu une réponse défavorable, sachez que vous n'êtes pas encore sous le coup des sanctions qui pourraient tomber. Et
Et le dernier point, c'est ceux qui ont déposé un ADAP au 31 mars et qui est en cours d'instruction. Donc c'est les 3 seuls cas aujourd'hui qui vous permet d'assurer en tout cas votre sécurité juridique pour la mise en accessibilité des établissements. Alors on va parler un peu des sanctions, mais ça va être rapide. Donc la nature des sanctions, en cas de non-dépôt d'ADAP, on a donc des sanctions administratives, mais ça vous les connaissez, hein, c'est entre 1 500 et 5 000 euros par ERP en fonction de la caractérisation des ERP. Donc aujourd'hui, l'administration, à ma connaissance, n'a pas encore commencé à sanctionner les établissements, mais à travers le discours de la déléguée ministérielle de l'accessibilité, je pense que voilà, des exemples seront programmés dans les prochains mois pour pouvoir un peu sensibiliser les retardataires. On estime à plusieurs centaines de milliers les retardataires quant à un dépôt d'ADAP ou une demande d'autorisation de travaux ou permis de construire. Il faut savoir qu'il y a eu à peu près 700 000 ERP sous ADAP fin 2018, hein, donc au niveau national, et il resterait à peu près quelques centaines de milliers d'ERP non couverts par un ADAP ou une autorisation de travaux. La sanction pénale, donc là, c'est souvent lié éventuellement à donc un tiers qui pourrait éventuellement s'introduire dans vos locaux. Vous demandez le registre public d'accessibilité et si vous n'êtes pas en possession de ce registre, pourrait éventuellement donc attaquer pour locaux non accessibles. Et donc ça peut en effet aller sur des montants assez importants, puisque 225 000 euros, ce n'est pas une petite somme. Et ensuite, on a toute une série en fait, de sanctions qui sont liées notamment par rapport aux travaux qui n'ont pas commencé. Alors, est-ce qu'il y a des retards de lancement de travaux dans la salle, pour voir un petit peu par rapport à vos ADAP? Donc tout le monde est dans son calendrier et tient ses ADAP? Non, personne. Ouais. Donc alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on peut avoir des poursuites hein, si on n'engage pas les travaux. Alors ce n'est pas sur des délais trop courts, hein, c'est-à-dire que si vous avez quelques retards de quelques mois, le retard peut être en effet absorbé, mais par contre sur des retards assez importants, de démarrage de travaux. Là, on peut avoir un arsenal qui est quand même déjà bien étoffé, puisque la législation vous impose éventuellement de provisionner en fait, les montants des travaux de mise en accessibilité qui n'auraient pas été effectués. Donc, de passer une provision comptable, et l'expert comptable, alors en effet, après, il y a cette connaissance de la réglementation, pourrait vous amener à passer une écriture comptable pour provisionner en fait, ces montants qui n'auraient pas démarré. Donc là, c'est important. Vous avez aussi les amendes hein, pour ceux qui n'ont pas fait les travaux, qui ont une mise en demeure en effet, de les faire par l'administration. Et cette amende peut aller de 5 à 10% du montant des travaux qui n'auraient pas été effectués. Donc ça peut être assez conséquent sur des mises en accessibilité un peu complexes, sur des sites qui nécessitent beaucoup de moyens. Et dernier point, la question en fait, c'est si vous avez déposé un ADAP en retard, on pourrait éventuellement, sur le délai d'exécution, vous amputer du retard, pris par rapport à la réalisation de votre ADAP. Alors, donc, je fais un rappel assez bref. Hein, c'est aujourd'hui qui est en capacité d'avoir donc un ADAP. Alors, je parle d'ADAP, donc de l'approbation, on va dire, d'un agenda d'accessibilité programmée. C'est souvent les gestionnaires ou les propriétaires de plusieurs ERP. Ce qui veut dire que quand vous avez plusieurs ERP, vous pouvez avoir un calendrier étalé sur plusieurs années. Et le seul cas où on pourrait avoir une autorisation de travaux, c'est un seul ERP. Et là, on ne dépose pas un ADAP pour approbation, mais une demande d'autorisation de travaux et un CERFA spécifique pour ce type de travaux. Sur le reste, c'est-à-dire plusieurs ERP, une seule période, ou
plusieurs ERP, plusieurs périodes. Vous êtes dans des documents, on va dire, d'ADAP. Vous n'êtes pas dans le cadre des demandes d'autorisation d'urbanisme. Et là, à chaque fois que vous engagerez donc vos travaux, vous commencerez vos travaux, vous aurez à déposer soit une autorisation de travaux, un permis de construire ou une déclaration préalable avec éventuellement une autorisation de travaux. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une confusion assez importante parce que dans les ADAP, demande d'approbation d'agenda d'accessibilité programmée, vous avez fourni forcément une liste indicative de vos demandes de dérogation. Et le moment venu, quand vous allez déposer votre demande d'autorisation, c'est là où vous saurez si vos demandes de dérogation sont acquises ou pas, hein, puisque vous aurez un retour formel, soit de la mairie, soit de la préfecture, quant à l'obtention de ces dérogations. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'établissements qui ont pris pour argent comptant en fait, les dérogations qui étaient inscrites dans la demande d'ADAP. Quand vous êtes sur un CERFA qui ne vaut pas autorisation de travaux, donc ce sont des CERFA qui ciblent principalement les propriétaires ou gestionnaires de plusieurs ERP, avec un calendrier qui peut aller de 3 à 6, voire à 9 ans pour les patrimoines complexes. Donc, si vous avez déposé, regardez le document, puisque dans le document, vous avez en première page, c'est une demande d'approbation d'agenda d'accessibilité programmée. Et la liste des dérogations qui sont mentionnées, elle est indicative. Donc, ce ne sont pas les demandes de dérogation qui vont passer auprès des commissions d'accessibilité. Ce qui veut dire que quand vous allez commencer vos travaux, alors si vous avez plusieurs ERP, vous allez faire une demande d'autorisation d'urbanisme. Et c'est là où vous allez mentionner vos demandes de dérogation. Et alors, dans le cas, en effet, où vous avez, alors je prends l'exemple des 20 établissements qui ne sont pas couverts, entre guillemets, par un ADAP, hein, vous avez une possibilité ensuite de proroger les délais d'exécution. Et vous avez deux possibilités donc, de proroger. C'est si vous avez des difficultés techniques et financières graves et imprévues, vous avez une possibilité de proroger de 12 mois en one shot. Et deuxième point, donc là c'est un peu plus important, la prorogation, elle est liée à une survenance d'un événement qui est difficilement prévisible. Hein, donc aujourd'hui, si vous avez une partie de votre bâtiment qui est ravagée par un incendie, vous rentrez dans le cadre de la prorogation de délai d'exécution qui pourrait aller jusqu'à 36 mois. Alors je ne sais pas si elle est 3 ici. ans, si. Non, c'est pas celle-ci. Force ouais. majeure, prorogation de 3 ans. Non, c'était bon. Ah, c'était bon. Alors, Troisième ligne. Voilà, en cas de force majeure. Donc ça veut dire que c'était vraiment un événement imprévisible et vous avez la possibilité donc, de proroger de 36 mois. Donc je pense que c'est peut-être une sortie de secours pour vos 20 établissements, c'est-à-dire que vous pouvez éventuellement évoquer le fait que vous avez intégré que ces établissements faisaient, on va dire, dérogation. Vous avez mal compris, on va dire, la réglementation, et vous pourriez demander ce délai peut-être pour mettre en conformité ces 20 établissements dans un ADAP à venir. Donc j'insiste bien, c'est vraiment des événements qui sont imprévisibles et on ne peut pas le faire sur soit des retards parce que vous n'avez pas voulu engager tout de suite les travaux ou pas pu engager parce que les travaux, ça peut arriver, mais c'est très très exceptionnel et les mairies et préfectures qui traitent les dossiers le regarderont à travers un CERFA. Hein. Alors c'est pas un CERFA, c'est une demande express et vous aurez une réponse express, c'est-à-dire que vous n'aurez pas un délai, une acceptation tacite. Hein. Donc c'est une décision express qui est attendue lorsqu'on on demande une prorogation des délais d'exécution. Voilà. Et donc maintenant, je passe la main à Michel pour nous expliquer un petit peu comment il a intégré donc, au niveau de son territoire la mise en accessibilité et comment il s'est approprié ce sujet pour... Attends. Bien. C'est bien d'avoir un responsable immobilier dans le Sud-Est.
Donc, je suis Michel Santeil. Je suis président d'OGEC d'un petit établissement dans l'Hérault, une école à 4 classes, 115 élèves, trésorier de notre établissement un peu plus gros, président de l'UDOGEC de l'Hérault, président de l'UROGEC Languedoc-Roussillon et tout jeune administrateur FNOGEC et membre donc de la commission immobilière, GTLS. Dans le témoignage, non, oui, revient en arrière. Oui, oui. Un point important, alors c'est vrai qu'on m'a demandé un témoignage, travail collaboratif, UDOGEC, DDEC, AEC. Donc, UDOGEC, tout le monde connaît, DDEC aussi. AEC, donc c'est l'association d'aide à l'enseignement catholique. Donc c'est une association qui existe depuis, on va dire, une quinzaine d'années, qui est une solidarité immobilière et qui, en 2012, avait des contributions qui étaient, on va dire, assez faibles. Et il y a une volonté, puisque déjà en 2012, on parlait d'accessibilité, mais les textes n'étaient pas encore... il y avait à chaque fois ça se retardait un peu, et il y a eu une décision qui a été prise d'augmenter ces contributions de solidarité, augmenter notamment fortement, puisqu'elles devaient augmenter sur 5 ans. On va dire, pour vous donner un exemple, qui était de 5 € sont passés aujourd'hui à 35 € donc par élève, et pour les écoles, et les autres qui étaient à 10 € qui aujourd'hui sont passés à 50 € par élève. Tout ça pour prévoir un peu tout ce qui pouvait arriver en matière immobilière. Le travail collaboratif, effectivement, l'UDOGEC est membre de cette association d'aide, et tout ce qui a été fait à chaque fois a été fait en collaboration avec la direction diocésaine, ce qui aide. Notamment en 2014, l'UDOGEC donc a demandé au CODIEC de faire une étude prospective sur tout le département de l'Hérault. Donc il y a un cabinet qui a été mandaté, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui était là tout à l'heure et qui a fait, pour ne pas le nommer, c'est le cabinet 3A, qui a fait cette étude prospective sur tout le département de l'Hérault. Donc qui a permis de voir un peu en termes de flux d'élèves sur les années futures, et voir également sur les implantations d'établissements et regroupements, pourquoi pas des fois d'établissements. Ensuite, donc, il y a eu l'ADAP, la mise en accessibilité, et donc un constat au niveau de l'UDOGEC, ça a été de dire que fait-on pour aider les OGEC. Donc il fallait avoir quelque chose, je dirais, un point de départ, un point d'appui, et on partait de zéro. Il a été décidé de prendre une école pilote, donc c'était une école à 16 classes, pour lancer cette démarche. Donc cette école s'est rapprochée d'un conseil pour rédiger un cahier des charges. Et en fait, on a présenté ce cahier des charges à 5 sociétés, 5 bureaux d'études. Et ensuite, là aussi, on s'est fait aider pour voir quel était le bureau d'études qui répondait au mieux à ce cahier des charges. Et à partir de là, on s'est dit on va essayer de regrouper tous les OGEC qui sont volontaires pour entrer dans une démarche commune. Et de là, nous sommes partis sur un ADAP patrimonial. Chose qui a été faite dans quelques diocèses, je crois. Et donc, du coup, nous lui avons délégué, c'est-à-dire c'est l'UDOGEC qui a délégué une mission ADAP pour 59 OGEC du département. Dans le département, c'est aujourd'hui, il y a 80 OGEC, et j'inclus là-dedans à l'agricole également, donc agricole et congréganistes. Et cette démarche donc, nous a permis d'obtenir 9 ans donc, pour l'agenda d'accessibilité. Donc on a fait un seul ADAP, c'est l'UDOGEC qui a déposé donc, en préfecture. Le prestataire, qu'a-t-il fait? Visite de tous les sites et réactualisation des diagnostics d'accessibilité, ou réalisation des diagnostics d'accessibilité pour ceux qui ne les avaient pas faits. Puisqu'en fait, certains avaient commencé à les faire, donc ils ont tout repris, ils ont tout réactualisé. Recueil de toutes ces données, élaboration donc, et validation du programme des travaux concertés, et formalisation de l'ADAP pour le dépôt en préfecture.
ainsi qu'une première élaboration des demandes de dérogation à réaliser. Et donc, l'ADAP a été déposée, et c'est vrai, le 31 décembre 2015, donc pour les 59 OGEC. 4 mois après, cet agenda d'accessibilité était validé. Donc, comme toujours, il y a un peu de temps qui passe, mais que faire après? Puisque au niveau des OGEC, il y a des petits établissements, des plus gros, et on s'est dit, puisque l'UDOGEC a déposé cette ADAP, on va se faire aider parce que nous n'avons pas, au niveau de l'UDOGEC, nous n'avons pas de responsable immobilier, nous n'avons pas la compétence pour, poursuivre cette ADAP. Et donc, à nouveau, nous avons fait appel à ce même prestataire, puisque c'était lui qui avait réalisé l'agenda d'accessibilité. Et donc, on s'est fait épauler pour que cette société, donc, toujours, puisse nous suivre dans cet agenda d'accessibilité. Et ils ont développé donc une application qui s'appelle Pandora, qu'on verra tout à l'heure, qui permet de suivre pour l'UDOGEC. Ils ont développé pour l'UDOGEC tout cet agenda d'accessibilité dans le temps. À titre informatif, puisqu'il y a un coût par rapport à cet accompagnement, il représente sur les 9 ans un coût de mémoire, on est aux alentours de 12 000 €, ce qui n'est pas énorme, puisqu'en fait, ça nous détache, nous, de toute, je ne vais pas dire responsabilité, mais on est sur un accompagnement. Et sur 9 ans, ça fait pas grand-chose. Voilà. Donc, il y a eu cet agenda, sauf qu'en fait, on se retrouve, j'ai entendu madame tout à l'heure qui disait qu'il y a des écoles qui n'ont pas encore commencé, parce que, en fait, chacun a un peu essayé de voir comment il pouvait avancer, sachant que les écoles devaient commencer à faire des études d'accessibilité à partir de 2018, puisque l'agenda va jusqu'à 2024. Et donc, récemment, donc en janvier 2019, la société ACO nous a proposé de regrouper toutes les petites structures afin de mieux les aider à la réalisation de leurs travaux, dans tout ce qui était accessibilité. Et donc, une mission de maîtrise d'œuvre a été signée par l'UDOGEC pour justement aider toutes ces structures. Donc, ils réalisent études et conception des travaux, réalisation des démarches administratives, donc gestion des demandes de dérogation, donc c'est eux qui gèrent toutes les dérogations d'accessibilité, consultation et sélection des entreprises, gestion et suivi des travaux. Donc, à ce jour, il y a 21 structures, petites, moyennes et même une grosse, qui ont décidé de se regrouper, en fait, pour bénéficier, puisqu'aujourd'hui, on arrive sur une globalité de travaux, on dépasse 2 millions d'euros, donc qui doivent être réalisés. Et donc, évidemment, ça permet de baisser le montant, je dirais, des frais, on va dire, d'accompagnement dans la mission, puisqu'au départ, des fois, c'est même forfaitaire sur une petite structure. Et là, où ça commence des fois 15% quand on est sur des travaux minimes. Là, on est sur un montant global et on est descendu à 8% sur la totalité des travaux. Voilà donc la partie, si vous voulez, la partie directement ADAP. Par contre, j'ai parlé tout à l'heure de l'association d'aide. Préalablement à tout cela, au niveau de l'UDOGEC, on a demandé à tous les établissements, on va dire essentiellement écoles, puis quelques ensembles scolaires avec collèges, de réaliser à partir de 2014 des PPI à 3 ans. Donc tous les établissements ont réalisé ces PPI. Ce qui a permis de collecter des données à l'association d'aide. Et du coup, aujourd'hui, on sait exactement les établissements qui ont des possibilités, des capacités de financement qui sont à quel niveau. Et notamment, par l'association d'aide, a été votée une aide annuelle sur l'ensemble des établissements de 300 000 € par an. Donc, sur 9 ans. Et donc, chaque année, en fonction de l'agenda d'accessibilité, en fonction de l'avancement des travaux
de chaque établissement. Il y a 300 000 euros qui sont, entre guillemets, distribués à chaque établissement en fonction de leurs travaux d'accessibilité. Voilà, donc en gros, on est à 2,7 millions qui sont distribués, et ça, on va jusqu'en 2024. Et comment c'est distribué? Par un système de coefficients, plus l'école est petite, plus le montant de l'aide est important, puisque le montant de l'aide peut aller jusqu'à 45% du montant des travaux ADAP. Voilà, je ne sais pas si c'était un témoignage. Simplement le logiciel Pandora, que nous avons, nous, en accès, voilà, qui permet d'avoir une vision globale, complète, de tous les établissements qui sont rentrés dans l'ADAP. Et en fait, il y a la liste, donc les outils de recherche, les cartes d'implantation, la synthèse des travaux. Tout ça, c'est Ludogec qui collecte, qui le rentre à l'intérieur. Alors, je fais le parallèle avec Isidore, c'est-à-dire qu'une fois que l'accessibilité sera terminée, chaque établissement on transmettra à chaque établissement tout ce qui est plan, tout ce qui est devis, tout ce qui est travaux. On voit le pourcentage d'avancement au niveau de l'ADAP. Il y en a une autre, je crois. Voilà. Information générale, information de travaux, documents spécifiques, c'est-à-dire qu'on sait exactement si un établissement n'a pas fait de demande d'autorisation de travaux, on le sait. S'il n'y a pas eu de permis de construire, on le sait. S'il faut en déposer un, tout est vraiment suivi. Et donc ACO a le contrôle de ça et alerte Ludogec en disant attention, là vous avez du retard, là il faut avancer. Donc ce qui permet d'avoir les états intermédiaires. Voilà. Voilà un petit témoignage sur le... Si vous avez des questions. Oui. 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 Alors, non. Non. En fait, on va dire sur 100% collectés, il y a 50% qui sont destinés à des actions déjà passées, notamment sur des aides, puisqu'il y a une association propriétaire qui s'appelle AEPI, qui regroupe beaucoup d'établissements diocésains. Et donc, il y a eu notamment des acquisitions de terrain à un moment qui ont dû être faites. Et en fait, l'AEC donc, aide l'association propriétaire dans ses acquisitions. Donc, il y a eu des engagements antérieurs, et tout cela prend à peu près 50%. Ensuite, au niveau de l'ADAP, ça représente, on va dire, 25-30% des sommes collectées sont destinées à l'ADAP. Et je vous remercie de la question également. Dans la solidarité, il y a une solidarité immobilière qui ne concerne pas l'ADAP, qui représente 25% des sommes collectées. Et ces 25% de sommes collectées servent à 80% à des petits établissements, c'est-à-dire à des écoles. Et donc ça, chaque année, en fait, il y a, on va dire, sur les 2 dernières années, tout est vraiment calé. Je dirais, il y a un engagement, puisqu'il y a un plan pluriannuel d'investissement qui a été réalisé par l'AEC, et on sait que chaque année, puisque maintenant les cotisations sont gelées, il n'y a plus d'augmentation de cotisations. Je précise que les établissements congréganistes cotisent et bien sûr bénéficient de toute la solidarité immobilière. Et effectivement, donc, il y a 25% qui part pour des travaux dédiés immobiliers sur des dossiers. Donc il y a une commission qui se réunit, et qui s'est réunie cette semaine d'ailleurs, et il y a eu 250 000 € qui ont été attribués sur différents établissements. Je veux juste compléter parce que quand on parle de travaux d'accessibilité, il n'y a jamais en fait uniquement des travaux d'accessibilité. Bien souvent, il y a des travaux de sécurité qui sont associés à ces travaux. Et parfois, c'est difficile de faire la part des choses, puisque en modifiant éventuellement des cloisonnements, vous modifiez aussi l'aspect sécurité de votre établissement. Donc, il faut bien avoir en tête
que quand vous faites de la mise en accessibilité, vous pouvez détériorer éventuellement votre mise en sécurité et donc générer des travaux complémentaires. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir une vision globale quand on travaille l'accessibilité et uniquement pas cibler la partie accessibilité. Voilà, quand je parlais de petits établissements, je pense à un dossier, une école, 57 élèves, qui a eu 12 000 € de travaux. Elle a été aidée à hauteur de 11 500 €. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Donc, on va passer. Je vous remercie, messieurs.